Je sais que c'est pas tout à fait une musique napoléonienne, mais je suis très mauvais en dragon et autres cuirassiers. Cuirassé, croque, cuirassé, hein, on est d'accord. C'est dans l'eau. Bienvenue à vous pour Napoléon Saga, l'empereur a besoin de vous. Ouais. Ça, c'est dans la boîte que j'ai ici entre les mains. Napoléon Saga, c'est un jeu de Frédéric Romero. Et c'est illustré par Giuseppe Rava. Frédéric, c'est toi. Salutations, Fred. Bonjour. Première fois qu'on te croise à la Trick Track Télé. Premier jeu aussi, donc Premier jeu, c'est peut-être pour ça. Ouais. Et puis, comme c'était Napoléon et qu'il y a une histoire de ressemblance avec du wargame, mais peut-être qu'en fait on s'est trompé, on a demandé à Croc de venir. Tu t'y connais en armée napoléonienne ? Non. En wargame un peu. Bon, j'ai peut-être une chance de l'emporter. C'est un jeu qui se joue uniquement à deux. Ouais, c'est un 2 joueurs qui n'est pas un wargame, c'est un mélange entre un jeu de plateau, un jeu de cartes, donc il est vraiment dans la catégorie jeu historique. D'accord. Oui, mais alors après, wargames sont aussi souvent des jeux historiques. Oui, tout à fait. Mais moi, c'est même comme ça que je les définirais. C'est ça. Pour moi, wargame, c'est pas hexagone, avec des symboles. Alors, ça l'était avant, ça l'est plus aujourd'hui, avec l'apparition des wartos, donc avec des zones et des pions, des cubes à la place des. Et puis surtout les joueurs de Warhammer 40 000 qui se disent jouer au wargame, et en fait. Exactement. Pour moi, le wargame, c'est jeu d'histoire. Ouais, d'accord. Mais tu as une très bonne définition du figurine à ruban qui explique très bien la chose. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Si vous voulez aller chercher sur YouTube cette histoire de figurine à ruban, on vous engage forcément à entrer dans la danse, ça sera beaucoup plus drôle. Napoléon Saga, Fred, tu l'as dit, c'est ton premier jeu. Et donc, du coup, en lien avec la boutique, tu as appelé la maison d'édition L'œuf Cube. Édition. D'accord. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres ? Ou c'était parce que tu en avais vraiment envie ? Alors, c'est les deux. Je suis un passionné de l'époque napoléonienne depuis que j'ai 6-8 ans, donc ça dure. Et puis, j'avais l'envie de me faire plaisir. Et puis surtout, j'ai une volonté de démocratiser le jeu d'histoire. C'est-à-dire d'expliquer aux gens que dès que c'est un jeu d'histoire, c'est pas obligatoirement compliqué. Mémoire 44 l'avait très bien fait, justement, mais peut-être pour un public un peu plus jeune au départ, parce que c'est 8 ans quand même sur la boîte. Et je voulais montrer aux gens que c'est pas obligatoirement des hexagones, des petits pions, des symboles OTAN, c'est-à-dire, tu peux faire quelque chose de moins rébarbatif et attirer les gens pour leur montrer que tu peux faire un jeu intéressant, historique. Alors, deux questions qui viennent suite à ça. Est-ce que ça n'enlève pas une certaine complexité ? C'est-à-dire, est-ce que tu as voulu un jeu qui soit aussi accessible en termes de règles ? C'est un jeu à deux échelles, à deux vitesses, pardon. C'est-à-dire qu'il est très accessible parce que c'est simple. Sur les unités, vous allez voir, il y a 4 icônes, donc c'est très facile à comprendre. Ouais. Par contre, après, il y a toute une seconde vitesse au jeu sur la création des armées, constitution de ton deck, et puis... Si tu veux aller plus loin. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas seulement un jeu d'affrontement, c'est aussi un jeu de positionnement, comme les armées napoléoniennes se déplaçaient beaucoup, et c'est aussi pour les joueurs de cartes un jeu de gestion de cartes dans sa main. D'accord, ok. C'est d'ores et déjà disponible, ça coûte... 45 €. Les parties durent environ 1 heure. 1h30 peut-être pour les premières parties. Oui, le temps de se faire un petit peu à l'idée. Et puis, c'est à partir de 14 ans, moins possible. Oui, alors un 12 ans qui joue. Un 12 ans qui joue et peut aussi jouer. Exactement. Là, je vais me tourner vers Croc. Avant toute chose, je voudrais quand même rappeler pour les provinciaux ou les jeunes, L'œuf Cube, c'est non, c'est pas une critique du tout. C'est que L'œuf Cube, c'est une des boutiques mythiques du jeu, qui a été créée par Tel Laubert, un vieux monsieur. En 1977. Même moi, quand j'étais jeune, il était 1977. Ensuite, son fils, et puis en plus, après, c'est toi qui as repris, et le nom est resté toujours le même. Il y a eu plein de trucs bizarres à l'époque de Magic, les paintball même. Enfin, exactement. Hyper zarbi, mais c'est là que j'ai découvert le jeu, avec le jeu des cartes rue des écoles aussi. Après, plus tard, il y a eu Star Player. On va dire que c'est le triangle des 3 magasins parisiens. C'est le triangle d'or. D'origine. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est. Il y a aussi une partie historique. Il y a une partie historique. Et ça me fait plaisir de voir écrit L'œuf Cube sur un truc. Sur une boîte de jeu. Mais je reviens sur l'aspect, on va passer aux règles, rassurez-vous, l'objectif c'est bien de vous montrer comment le jeu se joue. Mais dans la relation que vous pourriez, vous, public, avoir avec le jeu, dans la façon dont l'illustration a été pensée par Frédéric et par Giuseppe, comment toi tu vois arriver une boîte comme ça en disant est-ce que ça va être une boîte que le grand public va prendre, va essayer de découvrir, ou au contraire, en gardant cet aspect historique, est-ce qu'on ne va pas renforcer le fait que oh là là, ça doit être un jeu très compliqué ? Non, pas spécialement. Je trouve que la couverture elle est tout à fait en adéquation avec ce à quoi on s'attend
graphiquement à l'intérieur, non, ça me semble. Ça te semble pas choquant. En fait, le verdict, c'est surtout sur le dos. Je l'ai pas regardé, donc. Ouais, bah non, c'est plutôt. On sait à quoi s'attendre. C'est plutôt accessible. T'as voulu garder il y a 5 lignes de texte, il n'y a aucun mot de 3 syllabes, on est parfait pour le 21e siècle. Alors le maquettiste, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, parce que c'est Henri Kermarek. D'accord, mais oui, voilà, auteur de jeu qui est également. Auteur de jeu, exactement. Voilà, avec qui j'ai beaucoup travaillé et je le remercie de sa patience parce que lorsqu'on fait un premier jeu, on commet beaucoup d'erreurs et il est bien d'avoir des professionnels qui disent non Fred, c'est pas comme ça, écoute-moi, fais-moi confiance, il faut savoir les écouter. C'est toi qui as voulu garder cet aspect très historique, très peinture. Oui, je voulais vraiment garder cet aspect peinture et je voulais vraiment que Napoléon soit ultra présent sur la boîte parce que c'est quelque chose que je remarque en magasin. Dès que les gens voient Napoléon, ils prennent la boîte parce que ça leur parle, c'est évident, quoi. D'accord. Eh bien, voyons autour de la bataille de Waterloo. Comment est-ce que se joue Napoléon Saga? Il y a des cartes principalement, mais je vois qu'il y a aussi des dés. Il y a même des dés aux formes bizarres que les rôlistes connaissent. Le fait qu'il y ait écrit Napoléon Saga avec Waterloo en dessous, ça veut dire que c'est le premier d'une série? Exactement. Il y a une très très grosse demande sur les campagnes. Et j'ai une demande américaine sur Gettysburg et faire une version. Donc ça serait. D'accord. C'est déclinable. Le moteur de jeu est déclinable. Oui, tout à fait. Parce que la guerre de sécession, c'est l'évolution des guerres napoléoniennes. Pour expliquer brièvement. Pour le dire rapidement. Donc ça se suit logiquement. Voyons donc comment se pratique ce jeu que nous allons pratiquer d'ailleurs avec Croc en affrontement et nous aurons l'auteur ni plus ni moins, c'est-à-dire Frédéric Romero, en arbitre et en petit peut-être conseiller. Bien sûr. Parce que si je veux pouvoir résister à Croc, il me faudra certainement de l'aide. On a des cartes unités. Exactement. Donc la première chose que vous allez voir et qui est très très simple à comprendre, c'est qu'on est capable de reconnaître aisément une infanterie, une artillerie, une cavalerie. C'est-à-dire que là, c'est pas des symboles. C'est l'illustration. C'est l'illustration. Un bonhomme à cheval, un canon et un mec à pied. Voilà. Alors, et ce sont les 3 unités qu'il y a dans le jeu. C'est les 3 types d'unités qu'il va y avoir. Très bien. Ensuite, il y a des icônes. Et les icônes, pareil, sont très simples. Le fusil, c'est lorsqu'on veut tirer. Le sabre, c'est lorsqu'on veut rentrer en mêlée. D'accord ? Les petits bonhommes, les grognards, c'est la cohésion, c'est le nombre de points de vie, le nombre d'hommes dans l'unité. D'accord. Et donc, s'il y a un moment, on prend des marqueurs blessures dessus, et que si ça vient égal à la cohésion, l'unité va être détruite. Donc là, 4 en cohésion, 4, elle est morte. Elle est morte. Voilà. Et on va avoir le petit drapeau, qui est le moral. C'est lorsqu'une unité subit beaucoup de blessures, les affres d'une bataille, elle va pouvoir tenter de se virer, de partir. Sachant qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, dans le jeu, c'est qu'une unité, vous pouvez décider de volontairement la faire retraiter. C'est-à-dire, l'officier dit, là, je le sens mal, on se carapate pour pouvoir revenir plus tard. Rester serait peut-être désastreux. C'est important. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est sur les cartes. Les cartes, voilà. Impeccable. Ensuite, on peut avoir des mots-clés qui sont juste en dessous. Certains n'en ont pas. Range. Et impact. Donc impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cette cavalerie charge, c'est de la cavalerie lourde, elle est très forte, elle va avoir un bonus supplémentaire, alors que là, range 3 squares, ça veut dire qu'elle tire à 3 de distance. D'accord. Les cartes sont en anglais? Alors, oui, tout le jeu est en français, mais on a laissé, petit tirage oblige, le vocabulaire des cartes unités en anglais. Unité, mais pas celle où il y a un... Non. Par exemple, baïonnette au canon, c'est bien français. C'est bien baïonnette au canon. C'est bien français. Alors attention, infantry, c'est infanterie, cavalry, c'est cavalerie. Voilà, il n'y a pas de mots compliqués. Vraiment, c'est très très simple. Oui, puis tu te réfères de toute façon à l'illustration. Parce que tu l'as édité en 2 langues. En 2 langues, tout à fait. Donc on a essayé d'avoir des éléments communs. Pour la première édition, c'est normal. Voilà. Ça fait partie du jeu aussi. Donc il y a 2 types de cartes. Il va y avoir les cartes d'unité. Voilà. Donc on va montrer une carte française et une carte coalisée avec le drapeau britannique. Et les cartes de stratégie. Donc on a 2 paquets de cartes différents. Le paquet armé, c'est là d'où viennent les unités, et c'est celles qui vont venir sur le champ de bataille. Les cartes de stratégie, c'est les cartes que vous avez en main, qui vont représenter les ordres, les formations que vous allez donner, les petits coups de traite que vous allez faire à vos adversaires, et éventuellement les bonus que vous allez donner à vos unités. Voilà, donc ça, il y a vraiment 2 paquets différents. Donc il y en a
en main et d'autres sur le terrain. Exactement. Mais les cartes en main se renouvellent. Oui, tout à fait. Parce que contrairement à certains jeux comme Magic, on remonte à la fin du tour toute sa main à 5 cartes. Donc on peut jouer des cartes, défausser des cartes, on revient tout le temps à 5 cartes, on a un choix. Ok. Mais c'est justement la gestion des cartes en main, qu'est-ce que je garde pas, si je la garde trop longtemps, c'est une carte morte, et voilà. Pas de problème. Ensuite, on voit le plateau. Donc le plateau, il y a des emplacements. Il y a la première ligne, en fait, qui est la ligne qui va combattre. Okay. Il y a la seconde ligne qui est derrière, qui est la ligne qui est à temps pour remplacer et mettre des troupes fraîches. Et on a la réserve qui est en pointillé des deux côtés. C'est des troupes qui sont en réserve et qui sont plus loin du champ de bataille. Elles, pour intervenir, ça va être un peu plus long. On s'aperçoit aussi qu'il y a des zones striées ici. C'est les fameuses zones de retraite. C'est là où une unité qui va prendre des blessures et aura raté son jet de morale va retraiter. Okay. Si elle revient, elle reviendra en réserve. Okay. Et enfin, on a la zone de contournement qui est une option. On va essayer d'amener une unité en contournement pour qu'elle arrive sur le plateau de l'adversaire et attaquer la réserve de l'adversaire. Ah, d'accord. Uniquement la cavalerie ? Non, mais la cavalerie légère a un bonus. D'accord. La cavalerie lourde ne peut pas, ainsi que la garde, parce qu'historiquement, ils ne le font pas. Une infanterie peut faire un contournement, mais la cavalerie légère a un bonus de +1. D'accord. Savoir qu'un contournement n'est pas automatique. Okay, on le réussit en faisant 6+. Si on rate, le tour d'après, c'est 5. Si on rate, c'est 4, et ainsi de suite. D'accord. Donc malheureusement, il y a des parties où on peut le lancer, ça n'arrive pas. Grouchy à Waterloo n'est jamais arrivé. C'est un très bel exemple. À cause des fraises. À cause des fraises en l'occurrence. Ok. Donc voilà, donc ça pareil, c'est un choix. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est que toute action à Napoleon Saga, c'est-à-dire qu'une action que vous voulez faire ou qu'une carte vous autorise, nécessite une activation. Voilà. Par tour, chaque joueur a 3 activations. Il va avoir en début de partie 12 unités sur le plateau, donc il en active 3 par tour, donc il y a un véritable choix. Et c'est un choix alterné. Par exemple, je joue 1. Croc joue 1, voilà. Je rejoue. 2, 3, 3. Et voilà. tu as dit, ça peut être, je fais exprès, je ne suis pas sûr, attention, Ouais. c'est juste pour poser la question à Frédéric. Je ne peux pas tirer au canon et dire que je retire tout de suite dessus. Exactement. D'accord. Chaque troupe ne peut être activée qu'une seule fois. Ok. Et donc, cette côté, on alterne les actions, vous oblige à essayer de prévoir une stratégie, mais surtout vous adapter à ce que fait l'adversaire. Du genre, une de tes unités est détruite, et voilà. Donc ça, c'est les activations, 3 par tour, tu places sur ton unité. Ça marche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une unité combat sur l'emplacement qui est en face. D'accord. Parce qu'un champ de bataille, Waterloo c'est un petit champ de bataille, c'est 80 km, il y a des champs de bataille qui font 150 km, donc tu te doutes bien qu'une unité qui serait ici peut pas tirer là-bas, c'est pas logique. Donc une unité tire en face d'elle. Ok. Il y a 3 types d'actions à Napoleon Saga. Il y a, je vais prendre une unité française, voilà. On peut dire, je m'active et je vais tirer. Facile. C'est très simple. Classique. Je lance un des 6, je rajoute la valeur de fusil qui est l'icône de tir. Bon, c'est un très bel exemple. D'accord. Tu rajoutes, si tu arrives à faire un seuil de 6, tu mets une blessure. Ok, donc 6 plus 3, tu as fait 9, tu as passé le seuil. Mais si tu arrives à faire 9, ce qui n'arrive que sur 6, tu mets une deuxième blessure. Tu ne peux jamais faire plus de 2 blessures à une unité. Pourquoi ? Parce que les régiments sont des régiments très conséquents, tu ne peux pas tuer 1200 hommes d'un coup, c'est pas possible. Déjà, 2 blessures, ça veut dire que l'unité est très bien touchée. Donc un tir, c'est un tir. Imaginons, tu as fait un classique 3, 3 plus 3, 6, tu mets une blessure à l'unité qui est en face. Ok, d'accord. Autre possibilité, c'est tu t'actives pour rentrer en mêlée. Alors, il y a un marqueur mêlée, et là la différence, c'est que les joueurs vont lancer leur dé et rajouter l'icône de mêlée. Ok, donc là, tu n'as que +2 au lieu de +3. Donc, il y a un côté probabilité qu'il faut comprendre. Mais par contre, l'adversaire lance lui aussi le dé. C'est pas passif. Le tir, tu tires, il se passe ce qui se passe. La mêlée, c'est les 2 qui vont lancer le dé. Donc, parfois, tu inities une mêlée et puis... Et c'est toi qui prends dans les dents. Exactement. Ok. Voilà. La troisième chose... Une blessure aussi. Et donc là, il se passe quoi ? Merci, Croc. Celui qui fait le plus que l'autre. Alors... Tu prends tes marqueurs blessures si tu en prends. C'est-à-dire que c'est pas comparé. C'est-à-dire que là, s'il y en a un qui fait 6, il met une blessure et si moi je fais 6. Imaginons, tu vois, il a fait, t'as fait 3 au dé,
Ça fait 5 donc. Voilà, et lui il a fait 4. 4 et 2, 6. Et ben lui il te met une blessure, toi t'en mets pas. D'accord. Voilà. C'est pas un comparatif entre C'est les pas. Non, 4 non. est plus fort que 3, donc c'est deux. lui. Et pareil, si on arrive à faire 9, on en met 2. On en met 2. Ouais, tout à fait. Donc c'est 6 et 9 tout le temps. Voilà. Mais après il y a des bonus qui sont. Oui, tout à fait. La différence qu'il va surtout y avoir, c'est que le marqueur mêlée il reste. C'est-à-dire que les unités sont toujours en mêlée. Et c'est ça, c'est tant. Elles sont agglutinées l'une Ouais. avec l'autre. Ok. Et donc ça veut dire que comme on ne peut pas tirer sur une mêlée et qu'on ne peut pas se déplacer lorsqu'on est en mêlée, tu peux bloquer une unité. Ah oui, d'accord. Donc il y a des unités qui sont pas très fortes mais qui ont beaucoup de points de vie, de cohésion, Ouais. et qui vont être là pour vraiment t'embêter. Voilà, quoi. Ok. Lorsqu'une unité va prendre trop de blessures, elle est éliminée. On compare le nombre de points de blessure par rapport au nombre de points de vie. Mais lorsqu'une unité prend sa deuxième blessure, soit d'un seul coup, soit il t'a pris un en tir et t'as pris un autre tir d'un canon, t'es à 2, t'as l'obligation de faire un jet de morale. Dès que t'as 2 blessures, tu D'accord. dois faire un jet de morale. La dernière, Exactement. tu lances le dé et t'additionnes, 6 plus, c'est réussi. Si tu as 2 marqueurs blessures, D'accord. 7 plus, si tu en as 3, la difficulté augmente. Ok. Et c'est là que c'est intéressant de se poser la question, est-ce que je vais laisser mon unité devant, qui peut donc être détruite et rapporter des points de victoire, ou est-ce que peut-être Croc se dit, non, non, je ne fais pas mon jet de morale, je considère qu'il est raté, et je vais retraiter. Je retraite. Voilà. Ok. Pour les zones de retraite, c'est simple. Les unités qui sont ici, retraite là. Les unités qui sont là, retraite là. Celles du milieu, tu choisis. D'accord. Par contre, si tu dois retraiter dans une zone qui est déjà occupée par une unité, tu ne peux pas. Tu prends un marqueur blessure supplémentaire qui peut entraîner la destruction. Ah oui. Ok. D'où l'intérêt de se dire, peut-être que s'il a retraité de ce côté-là, eh ben, tu vas continuer d'attaquer de ce côté-là pour l'obliger à retraiter. Voilà. D'où la dimension stratégie. Voilà. Ok. Ensuite, la troisième action, bah, c'est les déplacements. Voilà. Donc là, pour les déplacements, On va faire un peu de place. on se déplace toujours d'une seule case. D'accord. Ok. Donc une unité qui est en deuxième ligne avance en première ligne sur les cases qui sont devant elle. En l'occurrence, elle peut aller là ou là. Elle ne peut pas tout d'un coup faire 20 km et ainsi de suite. Ok. Donc ce qui veut dire que si à un moment tu veux déplacer des unités sur ton front beaucoup plus loin, soit tu vas devoir faire un mouvement latéral et par la suite revenir, ou alors tu montes et après tu te déplaces comme ça. Je rappelle, Et il faut qu'il y ait de la place. il faut qu'il y ait de la place et il ne faut pas que tu sois en mêlée. Et il ne faut pas que tu sois Parce qu'en mêlée, parce que tu es bloqué. Voilà. Ok. Mais tu peux très bien décider, par exemple, de dire je vais échanger une place avec une unité. J'active L Ah, et je fais ça. d'accord. Ok. Pareil, ce n'est possible que si ton unité n'est pas en pas- mêlée. oui. Pareil, c'est logique, tu ne peux pas prendre la place. Donc, les déplacements peuvent être latéraux d'une case ou tu peux monter dans les 2 cases qui sont devant. Lorsque tu es dans ta zone de réserve, lorsque tu vas être activé pour monter en seconde ligne, tu choisis où tu vas. Parce que tu Mais t'arrives arrives de loin, l'arrière. tu n'es pas sous les effets du combat, des tirs, tu es ici, tu peux D'accord. monter là. Ok. Voilà. Ça, c'est les 3 actions. Donc le déplacement, le tir ou la mêlée. Ok. Comment on repasse de là à là? C'est un jet de morale qui est obligatoire pour voir si tu réussis à te rallier. Voilà. Et donc si tu réussis à te rallier, pareil, 6 plus si tu as 2 blessures, 7 plus. 7 plus si tu en as 3. Si tu réussis, tu reviens en réserve. Voilà. Petite règle pour expliquer, tu es obligé de revenir en réserve. Et donc si ta réserve est déjà remplie, tu dois virer une de tes unités. Virer, elle remonte en main, elle... Elle retourne dans ton paquet armé. Elle va en dessous ton paquet armé. Elle n'est pas détruite. D'accord. Voilà. Par Ok. contre, si tu décides, imaginons que ta réserve est pleine, cette unité-là, tu veux la faire revenir, mais bon, Il y a pas de place, t'as pas de machin, place, pas ça te fait envie. chier, Ouais. tu peux dire, elle revient pas. Oui. Par contre, elle va rapporter quelques points de victoire à l'adversaire Ah, parce qu'elle d'accord. s'enfuit du champ de bataille. C'est des traînards, des fuyards, voilà. Donc, Ok. Comment tu fais pour arriver de ton camp à ici? C'est une action, mais tu pars d'où? alors, C'est contournement. contournement. Le contournement part toujours de la réserve. D'accord. Tu actives ton unité, tu viens ici, et en fin de tour, tu vas lancer ton dé. C'est très difficile, faut faire 6 au dé. Ok. Ah oui. Si tu n'y arrives pas, l'unité est toujours en train d'essayer de contourner, et au tour d'après, tu as un +1, 5-6. 5+.
4+, 3+, 2+. Et quand tu es là, tu passes là. Tu passes là, et à partir de là, tu vas pouvoir attaquer la réserve, et donc tu vas pouvoir attaquer les unités blessées qui sont revenues en réserve. Oui. Et donc les terminer, et peut-être attaquer les artilleries qui tirent de loin. Ça, c'est ton chemin, et là, c'est le mien. Ou alors, on peut se croiser. Comment ça se bonne passe question. Alors, tu ne peux pas contourner des deux côtés, d'accord ? Parce que historiquement, c'est pas arrivé que tu contournes les deux bouts d'armée. Voilà, donc tu contournes. chef. Voilà, pardon. Tu contournes d'un côté, l'adversaire contournera de l'autre. D'accord, parfait. En combat, il n'y a pas de différence. Là où ça va changer, c'est que si ton unité qui est en contournement, ça fonctionne pas, elle se prend des marqueurs blessures, elle retraitera du côté là où elle est. Ok. Donc par exemple, si tu as une unité qui est en retraite ici, c'est peut-être plus intéressant de contourner de l'autre côté, parce que si tu dois retraiter... Il y a de la place. Exactement. Les blessures viendraient de combat contre les unités de la réserve. Voilà. Les unités sur le champ de bataille, canon ou autre, ne tirent pas parce que on l'a mis ici, mais il faut imaginer que la carte, c'est loin. D'accord, parfait. Voilà. Là, on est dans l'abstrait du réalisme. C'est du réalisme, mais il faut se le dire que en fait, les distances ne sont pas obligatoirement respectées. Okay. Sur Tu parlais toujours de mouvement vers l'avant, on peut faire pareil vers l'arrière. Alors non, c'est toujours l'unité qui monte qui est activée. Pourquoi ? Parce que ça évite un problème qui est tu as activé ton unité, et puis du coup, si tu veux monter en première ligne, voilà. Oui, d'accord. C'est-à-dire que tu ne recules pas s'il n'y a pas quelqu'un pour te remplacer. Exactement, exactement. Si tu veux reculer, c'est une retraite, et dans ce cas-là, tu vas dans la zone de retraite. Pas de problème. Donc on en vient à une autre question qui est comment on gagne. Je t'ai entendu parler de points de victoire, je l'ai cherché sur la table et j'ai pas tout à fait vu. Lorsque tu détruis une unité, c'est-à-dire que lorsque tu infliges un nombre de blessures égal au point de vie à la cohésion, l'unité est éliminée. Elle est prise par l'adversaire, d'accord, et elle rapporte 2 points de victoire. D'accord. Voilà. Une carte, 2 points. 2 points de victoire. En règle générale, il y a des petites... Oui, d'accord. Oui, mais il y a aussi une condition de défaite. C'est-à-dire que tu vas avoir des unités qui sont sur ton champ de bataille. Donc, on va mettre ça, voilà, on va faire un positionnement. Juste sur la première ligne. Ouais. On va mettre la vieille garde parce que j'aime bien. S'il y a un moment... sent le cœur qui parle. Ah, c'est clair. S'il y a un moment, à la fin d'un tour de jeu, tu as 3 espaces libres dans ta première ligne, tu as automatiquement perdu. Parce que ta première ligne n'existe plus, elle est enfoncée par l'adversaire. Okay. Ce qui veut dire que le jeu t'oblige à te déplacer régulièrement. Et à regarnir les rangs, remonter. Exactement. Et donc, et donc, tu vas ramener régulièrement des unités de la seconde ligne vers la première ligne. Alors là, c'est en fin de tour ou à n'importe quel moment. En fin de tour. C'est alterner. Non, c'est vraiment en fin de tour. En fin de tour. Donc mes 3 activations sont terminées, j'ai pas pu. Voilà. Fini. Par exemple, imaginons, tu es comme ça. Sur ta 3e activation, si tu ne montes pas, tu prends le risque que Croc fasse un super jet de dés qui les décarte, il te fait retraiter l'unité. Avec sa dernière, et là, tu perdu. Donc, tu es obligé d'envoyer. Ou alors, tu prends des risques colossaux. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu de placement, de déplacement. Super. Au départ, tu combats et après, tu vas vraiment essayer de gérer. Sachant que tes unités vont avoir des pertes partout. Oui, bien sûr. Ça va être très compliqué. Est-ce qu'il y a un moyen de soigner ? Très, très peu. D'accord. Très, très peu. Il n'y a pas d'action qui disent que quand tu es là, tu soignes. Alors, parce que vu le temps que ça durait... Non mais on voit le Wargamer. Parce que, en effet, il a tout à fait raison, il a compris. Lorsqu'une unité qui a retraité revient en réserve, après, au début du tour, tu vas essayer de te regrouper. Et donc, tu as un jet de morale qui peut-être va te permettre d'enlever un pion blessure. D'accord. Ce qu'il faut, parce qu'il y a certaines pertes qui sont là, c'est pas vraiment... C'est pas des morts, c'était des gens qui s'étaient égarés, éparpillés. Les traînards, les gens que tu as ralliés, et ainsi de suite. Par contre, tu ne peux jamais enlever ton dernier marqueur blessure, qui représente véritablement les morts de l'unité. Voilà. Ce qui veut dire que tu vas ramener parfois des unités qui vont commencer à remonter alors qu'elles sont blessées, elles ont déjà combattu, et voilà, ça va être assez... L'attrition du combat est réelle. Assez compliqué. Donc, vraiment, attrition en 3 syllabes, Croc. Attrition, voilà. On parlait des mots compliqués. Des mots compliqués. Donc, tu vas avoir 2 choses à bien comprendre. Ouais. Tu gagnes avec 10 points de victoire. 10. Et tu perds lorsque tu as 3 emplacements en première ligne. D'accord. Est-ce que c'est un jeu à scénario ou est-ce que c'est toujours la bataille de Waterloo ? Alors,
Dans la boîte de base, c'est cette bataille-là. Alors, il y a plusieurs options. On peut jouer avec des decks d'initiation qui ont un petit coin doré ici. Ce qu'on va faire? Non, parce que comme vous êtes gamer, non, mais ça change pas grand-chose, mais ça va être plus intéressant pour vous et à voir. J'ai fait 2 armées équilibrées. Voilà, tout à fait. Mais après, pour les gens qui maîtrisent un peu plus et qui veulent aller plus loin, ils peuvent créer leur propre armée. Parce qu'il y a déjà 2 extensions qui existent. Il y a une extension prussienne et il y a une extension austro-russe. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il y a 5 armées. Et si tu regardes sur une carte d'unité, tu vas t'apercevoir qu'en dessous le drapeau, il y a un nombre de points, 55. Ah oui, d'accord. Et 3 petits points noirs en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette unité, elle coûte 55 points. 70. Ouais. Voilà. Et que tu as le droit de la mettre 3 fois dans ton paquet armé. Impec. Celle-là coûte 70. Et 2. Il y a des cartes, tu peux mettre qu'en 1. Parce que ça va respecter le nombre d'unités historiques. C'est là où on est dans le réalisme historique. Et du coup, tu vas pouvoir créer ta propre bataille si tu veux. Et pour répondre à la question de Croc, dans les extensions, il y a des livrets de scénarios pour des mises en situation. Et les règles solo qui sont dans la 2e extension pour pouvoir jouer tout seul. Ah, excellent. Voilà. Excellent. Donc c'est riche. Donc, ça me plaît bien. J'ai deux petites questions. La première, j'imagine que là, c'est du marqueur qui permet de se souvenir de bonus. Hein. Voilà, exactement. Là, c'est le plus 1 du contournement. Exactement, tout à fait. Les cavaleries, en fait, peuvent charger. Donc, tu peux lui mettre un marqueur pour charger. D'accord. Les marqueurs mêlés, il y a des marqueurs formation et ainsi de suite. D'accord. Marqueur formation, parce que je donne une formation suite à une carte. Exactement. D'accord. Tu vas avoir, je vais t'en trouver une. Ouais, c'est ça. Voilà. Formation en ligne. Placer un marqueur formation en ligne sur cette unité, elle gagne un bonus de plus 1 en tir et un malus de moins 1 en mêlée. Bah, c'est bien, au moins du coup c'est clair. Voilà. Impeccable. Et on a les petits jetons pour le mettre. Voilà. On a l'aide de jeu. Exactement. Il y a une petite réglette qui te permet d'avoir les tours de jeu avec les différentes étapes. Et derrière, tu as tous les mots-clés. Tu te souviens pas de ce que fait Steadfast, et tu regardes. Tu te souviens pas de ce que ça fait. Et là, pour le coup, c'est marqué en français. Et c'est marqué en français, c'est juste les mots-clés qui sont... voilà. Impec. Donc c'est bien de jouer avec ça, parce que tu as vraiment les faces devant toi, et c'est très clair. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième et dernière question, ça y est, on est arrivé au bout de l'explication. Les détails, vous allez les découvrir au cours de la partie. Oui, tout à fait. Il y a des éléments qu'on va voir pendant la partie. Ouais. Nous avons la carte Napoléon. Ah oui, c'est ça. Mais alors, elle va vraiment sur le champ de bataille? Non. J'étais en train de me dire. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, les cartes de stratégie ont un dos particulier. Et celle-là aussi. Pourquoi? Parce que la première phase du jeu, le premier tour, c'est la phase d'initiative. C'est-à-dire, qui va jouer en premier? Qui va activer son unité en premier? Et là, vous allez secrètement jouer une carte de votre main pour la valeur qui est en haut à gauche. Celui qui aura mis la plus haute valeur gagne l'initiative pour le tour. Et la carte est défaussée, elle est perdue. Donc tu pourrais éventuellement jouer ton 0. Oui, qui est une carte bluff. D'accord. Et donc du coup, elle a le même dos. Ok. Et la carte bluff revient tous les tours en main. Ce qui te permet de ne pas sacrifier en fait une carte forte dont tu aurais besoin. Ou si tu penses que tu es bien, que tu veux les initiatives à l'adversaire. Voilà. Ok. Celui qui gagne prend l'initiative. Il ne décide pas de qui a l'initiative. Il la prend. Donc ça veut dire que dans certains jeux, c'est comme je remporte, c'est moi qui. Vas-y. Mais là, là, les mecs, ils sont en premier rang, ils sont déjà au contact. T'as toujours envie de jouer en premier. C'est ça. C'est exactement ça. Mais on est loin de messieurs les Anglais tirer les premiers. Fontenoy. Et ben voilà, c'est Napoléon Saga. Vas-y, un petit dé noir, un grand dé blanc, un dé 10. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai ramené des dés rouges pour les Anglais, les dés bleus pour les Français. Ça, c'est pas dans la boîte? Non, dans la boîte, t'as un dé 6, mais souvent, lorsqu'on lance les dés, il y a des joueurs qui me disent « Ouais, mon dé, il fait pas un bon score, j'aime pas. » Donc, ça arrive tout le temps. Je me suis dit, je vais ramener du dé, ça sera plus simple. D'accord. Le Français choisira dans le pool bleu, et puis voilà. D'accord. Ça, c'est juste pour moi quand je compte les tours, en fait. Pour les tours de partie. Et ça, c'est un petit rappel pour les contournements. Tu sais, pour dire, ça fait 2 tours. Ah oui, en fait, 1 tour, 2 tours, 3 tours. D'accord. Voilà. Tu peux très bien mettre des marqueurs dessus. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. D'accord. Exactement. Impec. On est bon, Croc?
Ouais. On est bon, Croc. C'est Napoléon Saga. Je l'ai dit à la française, j'ai entendu Frédéric qui est l'auteur, hein, Frédéric Romero, qui Napoléon Saga. Oui. Après, Waterloo. Waterloo. Je ne chanterai pas la chanson. Oui, voilà, Waterloo, ça fait 3 bars. Oui. Merci. on va arrêter à bas. C'est Giuseppe Rava qui l'a illustré. L'objectif de l'œuf cube édition et donc de Frédéric Romero était de montrer que les jeux historiques, il l'a dit, ne sont pas forcément difficiles. J'aurais presque été plus loin. Ne sont pas toujours embêtants, pénibles, pour rester poli. Ce n'est jamais pénible. Ce n'est jamais pénible. Bon, il y en a certains qui sont un peu plus longs que d'autres, donc il faut y mettre un peu plus d'énergie. Ouais. Là, en l'occurrence, en 1 heure, vous aurez fait le tour de la bataille. Et pour voir ce que ça donne, je vous invite à retrouver la partie. C'est dans la Trick Track Télé, bien sûr. C'est avec Croc. Je connais plein de gens qui m'en bois qui sont vraiment chiants. Je savais qu'il allait mettre un taquet en retour. Et c'est avec Frédéric. À tout de suite dans la Trick Track Télé. C'était Florian qui réalisait. Merci à lui. À tout de suite.